Ouais, allô Olivier? Ah, ouais, attends, 2 petites secondes, je te mets sur haut-parleur. Ouais, tu m'entends? Comment ça va? Ouais, bah je t'entends, ça va et toi? Bah, ça va super. Je voulais t'appeler en vitesse. Enfin, l'autre jour, je faisais écouter les podcasts de Super Loustic, là, depuis le site, à ma grande fille de 13 ans, et notamment la grande parade des TV Toons que t'animais. Et j'ai tilté sur un truc, en fait, ça va te sembler complètement idiot, mais j'avais jamais fait le rapprochement entre Olivier Fallet, rédac chef du magazine Animeland, et le Olivier que j'écoutais à la radio quand j'étais gamin sur Super Loustic, quoi. Bah bon, c'est un peu normal hein, parce que quand j'animais à Super Loustic, j'étais juste Olivier de Super Loustic. C'est vrai qu'à l'époque, on Mhm, donnait pas notre nom. bien sûr. Voilà. Et après, bah, j'ai fait d'autres choses. Il y a eu notamment Animeland et puis plein d'autres. Mais c'est vrai que oui, t'es pas le premier à ne pas faire ce rapport. Ouais, ouais. Mais parce que c'est assez dingue, tu vois, parce que moi, je me faisais la réflexion l'autre coup en écoutant donc Super Loustic, les podcasts. Je crois que c'était la grande part des TV Toons. C'était sur l'animé Grand Prix. Et en fait, je me suis longtemps considéré comme un pionnier. Enfin, tous les gens de ma génération, en fait, on se considérait un peu comme des pionniers. On devait apprendre le japonais. On devait aller à. Enfin, tu vois, dès qu'on avait quelque chose, dès qu'on avait un peu de temps libre, on allait à Tonkam pour traîner. J'achetais tout ce qui passait pour peu qu'il y ait 2, 3 écritures en japonais, pour peu que ça vienne du Japon. Et je luttais contre les japonaiseries, tu sais, de Télérama. C'était mon combat d'adolescent, quoi. Et tout ça, je me suis pas rendu compte à cette époque que ce combat, en fait, je pouvais y participer parce que des mecs comme toi, comme Yvan West-Laurence, comme Grégoire Hello, comme plus tard Ruchet et Alex Pilote, et bien avant encore, et puis bien plus tôt, des mecs comme Jean-Pierre Dionnet aussi, et tant d'autres, en fait, ont rendu ça possible. Et alors, du coup, moi, une question que je me suis posée, c'est quand je t'entendais me parler en 92 de Gundam, ça me fait délirer aujourd'hui quand j'y pense. Ça fait quoi d'être un pionnier, du coup? Bah, tu sais, à l'époque, on s'en rendait pas compte en fait de tout ça. Nous, on parlait juste avec moi sur la radio. Je partageais cette passion que j'avais pour l'animation japonaise parce que j'aimais Ouais. bien et que j'avais Ouais. envie de partager ça avec les gens. Et effectivement, j'étais à contre-courant de ce qui était dit, des dessins animés qui passaient à l'époque. Et puis après, les collègues, et Yvan, Grégoire, Sébastien. Voilà, et effectivement, les premiers pas d'Animeland, c'était juste l'idée d'offrir un autre point de vue sur ce qu'on pouvait entendre à l'époque, parce que pour nous, c'était des propos qui étaient complètement biaisés, caricaturaux. Ouais, Donc, ouais. on n'avait pas forcément la sensation d'être pionnier, mais on voulait juste défendre quelque chose qu'on aimait bien et qu'on estimait connaître quand même un peu mieux que les gens qui en parlaient à cette époque-là. Mhm. Parce que donc aujourd'hui tu bosses pour Crunchyroll, donc le Netflix, oui, clairement c'est le Netflix de l'animation japonaise, et pas seulement d'ailleurs, puisqu'ils produisent aussi 2, 3 petites choses. Mais tu participes aussi à l'écriture de livres et notamment La belle histoire des génériques télé. Que tu as écrit donc avec Rui Pascoal, hein, si je dis pas de bêtises, aux éditions Ignis. Ils font partie de mes éditeurs favoris. Vraiment, je les aime beaucoup. Elle te vient d'où en fait cette passion pour les génériques télé que tu explorais déjà en bossant à la radio sur Super Loustic, hein? Bah, tout simplement de ce que j'ai vu à la télé. En fait, moi j'ai grandi. Enfin voilà, la révélation c'est Goldorak en 78. Après, Ouais. je découvre les premiers dessins animés japonais qui arrivent. Je les regarde et je vais continuer de les regarder longtemps. C'est surtout ça en fait. Euh, Jusqu'à l'adolescence, même jusqu'à l'âge adulte, ou à ce moment-là, mais encore comme tu le disais, à l'époque, c'était pas bien vu, tout ça, c'était les japonaiseries, donc je m'étais Ouais. persuadé qu'il fallait que j'arrête de regarder ça. Et Ouais. puis et là, Super Lucy qui est arrivé, et pendant tout ce temps, j'ai collectionné aussi les 45 tours. J'aimais bien découvrir le générique entier, en fait, parce qu'à la télé, on n'avait qu'une version courte, donc il y avait cet aspect. Donc j'ai déjà développé, adolescent, une collection de disques. Et quand Super Loustic est arrivé, d'une part, c'est la radio que j'aurais adoré écouter quand j'étais plus jeune, et puis surtout, Absolument. Ouais. Ouais. ils n'avaient pas tous les génériques, il leur en manquait plein des disques. Donc c'est un peu d'ailleurs comme ça que j'ai été les voir, et puis que j'y suis resté, et que ensuite tout s'est enclenché. Donc cette passion des génériques, oui, elle est née avec l'arrivée des séries japonaises, et puis avec la radio qui m'a permis, ça a été le point d'entrée pour moi à la radio. D'accord. Ok. Alors pour l'animation, tu vois, j'y pense, mais j'y pensais là encore en écoutant un des nombreux podcasts qui sont disponibles sur le site Super Loustic. T'as fait plusieurs émissions à l'époque sur le festival du film jeunesse de Corbeil-Essonnes, qui pour moi était un événement. Tu sais, on se donne souvent des jalons dans notre vie. Tiens, si ça n'avait pas eu lieu, est-ce que j'aurais suivi ce chemin-là? Eh ben,
Là, typiquement, le festival du film jeunesse de Corbeil-Essonnes, qui avait pour invité donc, le Japon en 92. Donc moi, je suis en CE1 à l'époque, CE1, CE2, un truc dans ce genre-là. Et donc, et alors, pour la petite histoire, je me retrouve dans la salle du centre d'action sociale à regarder Totoro, doublé par la femme du président de l'association, qui s'appelait Alain, qui était japonaise, et qui a doublé... C'était pas doublé, c'était une voix off en direct qui C'est faisait la ça, traduction. c'est exactement ça. Ouais, elle disait, bon, bah alors là, elle dit que, et puis là, elle dit que. C'était... Bon, alors évidemment, le film, du coup, nous avait semblé un petit peu étrange, mais avec le recul, je me dis, mais quelle chance j'ai eu de vivre ça, c'était incroyable, quoi. Bon, bref. Et donc, à l'époque, en fait, bah, j'habitais juste à côté du principal cinéma donc de Corbeil-Essonnes, et j'étais membre de l'association qui organisait le truc. J'avais même pas donc 10 piges, et je me suis retrouvé dans une projection à poser une question à Isao Takahata. C'est le pire truc dont je puisse me souvenir. Enfin, le pire truc. La pire sensation, c'est qu'après après une projection, je sais même pas quel film, je m'en souviens pas, j'ai dû lui poser une question mais débile, parce que je me souviens que j'avais le cœur qui palpitait, parce que je prenais la parole devant des dizaines de personnes, et j'ai dû lui poser une question débile du genre, c'est difficile de faire un dessin animé, monsieur? Et je regrette tellement de pas avoir été plus mature, d'avoir pour vivre le moment différemment, quoi. Et donc j'imagine que toi, c'est quelque chose que t'as dû plusieurs fois vivre, de te retrouver comme ça face à des géants, et notamment donc Isao Takahata. Ça fait quoi finalement? Est-ce qu'on s'y habitue à ça? Alors déjà, moi j'étais aussi au festival de Corbeil-Essonnes et je me suis On s'est croisés alors. une question débile. Je suis ravi de retrouver le petit. Tu déconnes. Mais qu'est-ce qui. Mais il pose comme non, mais franchement. Non, bon, en vrai, je m'en souviens pas. Elle est super cette question, en vrai. Et nous aussi, c'était, même nous, moi qui étais déjà adulte, c'était une vraie claque ce festival. C'est une chance inouïe que tu as eu Ouais. de pouvoir voir ça parce qu'on a pris d'un seul coup tous les films Ghibli et c'était quand même un moment assez extraordinaire, malgré effectivement des doublages traduits en live ou des moments un peu spéciaux comme ça. Ouais. Je garde un super souvenir. Et du coup, moi j'avais interviewé Isao Takahata aussi pour Super Loustic. Ouais. Première interview de lui. Après, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plein d'autres fois, et aussi Miyazaki, et puis plein d'autres grands noms. Non, qu'est-ce que ça fait? On est toujours impressionné de rencontrer des gens comme ça, surtout quand on sait tout ce qu'ils ont fait. Et moi, je m'estime surtout chanceux, en fait, d'avoir eu la chance, justement, de rencontrer ces légendes de l'animation, Mhm. surtout à une époque où c'était pas... bon, ils venaient pas souvent en France, hein. Ah ouais. Au Japon, c'est des gens qu'on pouvait pas rencontrer. Donc non, je suis très, très, très honoré d'avoir fait ce genre de rencontre. Ouais, tu m'étonnes, c'était quand même des situations qui étaient assez exceptionnelles. Et moi, je me souviens qu'on avait tu sais, des petits correspondants donc, qui venaient, qui suivaient un petit peu la route du festival. Et alors, il se trouve que une année sur deux, c'était dans une école et ensuite c'était dans l'autre à Corbeil-Essonnes. Et là, c'était dans l'école d'en face. Donc, ils avaient reçu des petits japonais. Donc, j'avais des copains qui avaient reçu des petits japonais et qui me disaient, ils sont quand même un petit peu bizarres. Ils sont venus avec des cadeaux, avec des petits crayons. Il y a vraiment une espèce de choc des cultures qui aujourd'hui, avec le recul, me fait absolument délirer. Je vais devoir te laisser là parce que Ouais. il y a Blue Manchu qui m'appelle et Ah. je dois faire grossir un monstre là, Oui, absolument. d'accord, pas de souci, je comprends. The boss, le monde, le mal est présent, le mal est grand. Il faut que je te laisse là, il faut que j'y aille, sinon les François ils vont encore nous éclater. Ok, pas de problème, on se rappelle plus tard. Gros bisous, salut.